On repart donc avec Jérôme Mathis. Salut Jérôme, qui vient nous voir régulièrement. Mais là, en l'occurrence, c'est pour un bouquin qui est sorti il y a combien de temps d'ailleurs, Jérôme? Quelques mois, hein? Ah oui, là, ça fait quelques mois. Ouais. Ça fait quelques mois. Ouais. Combien vaut une vie? Voilà, vous le voyez. Alors, je le dis... Non, mais l'interview est compliquée à structurer parce que le bouquin, en fait, tu sais, ta technique narrative, parce que c'est bien ça, me fait un peu penser aussi à celle de Thomas Philippon, qu'on a vu ici, son bouquin sur la concurrence. C'est-à-dire que vous vous mettez, vous économistes, et moi j'en suis absolument ravi, à faire un peu des bouquins de journalistes quand même. Ah oui. Il y a une dimension d'enquête. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de prendre des histoires et d'essayer de soulever le capot et d'essayer de voir à quoi correspondent en fait les décisions qui sont prises au regard notamment alors de ton sujet, c'est-à-dire au regard d'indemnisation ou, c'est l'autre grand aspect d'ailleurs sur lequel tu travailles, au regard d'investissement pour protéger un certain nombre de vies. Comment est-ce qu'on calcule un investissement pour protéger la vie si on ne donne pas de prix à la vie, hein, c'est ça quand même la base de ton propos. On va commencer, tu commences d'ailleurs toi aussi avec ça, parce que c'est formidable. C'est donc l'histoire de Kenneth Feinberg. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer avec ça? Donc l'avocat qui a été chargé d'indemniser les victimes du 11 septembre. Exactement. Ouais, ouais. Raconte-moi un petit peu la problématique dans laquelle il est. C'est passionnant, c'est passionnant. Alors, et justement, pourquoi c'est passionnant? Alors d'abord, juste quand même en guise de préambule, parce que je sais que c'est un titre qui provoque, et souvent les gens me disent « mais comment tu oses poser cette question de combien vaut une vie ?» Je voudrais dire qu'effectivement, d'abord, on a souvent le sentiment que l'argent s'empare d'un certain nombre de domaines, l'art, la science, la politique, l'éducation, la justice. Et là, c'en est un de plus, c'est peut-être celui de trop. Et c'est la thèse centrale du livre. C'est qu'au contraire, si on avait le courage intellectuel de répondre à cette question, on pourrait sauver beaucoup plus de vies sans même nécessairement dépenser plus. C'est ça, si tu veux, donc vous voyez, le point du livre. Vous voyez les gars, vous vous grattez la tête quand même tout un dimanche après-midi pour essayer de structurer une interview et bim. Non mais maintenant on y va sur Feinberg. Par quoi je voulais finir. Ah d'accord. Non mais je vais te lire. Okay. Alors, non mais allons-y, tu as raison. Après tout, pourquoi pas. L'adoption de critères économiques. Alors parlons de la santé et on parlera de Feinberg après parce que ça aussi c'est très intéressant. Tarification à l'acte et tout ça. Ouais. L'adoption de critères économiques en santé a pour vocation d'aider à définir de manière cohérente les priorités d'un système de santé et certainement pas de réduire les budgets. Au contraire, écris-tu, elle peut inviter à plus de dépenses dès lors que les bénéfices thérapeutiques sont substantiels. Le recours à l'analyse économique a le mérite d'établir une base rationnelle et transparente dans le domaine vital ou contenir des réactions passionnel et énoncer publiquement des règles de décision s'avère délicat. Oui, tout à fait. Bah oui, tout à fait, c'est toi qui écris ça. Oui, non mais, je veux dire, je vais donner un exemple. Ton propre message. Je vais donner un exemple qui parlera à tous. Vas-y. Comme, attention, encore, je prends des pincettes, on est dans le domaine vital, donc allons-y. On rentre dans le truc, vas-y. La France est l'un des seuls pays à rembourser le médicament le plus cher du monde. C'est le Zolgensma qui est utilisé dans le traitement de la myotrophie spinale. C'est 2 millions d'euros l'injection. C'est très généreux. Les familles se rendent au CHU, se font inoculer une dose, ne savent même pas que ça coûte à la sécurité sociale 2 millions d'euros. Très bien, mais il faut quand même voir qu'en parallèle de cela, on ferme sur le territoire des services d'urgence, faute de moyens. 2 millions d'euros, c'est l'équivalent du recrutement de 50 infirmières à l'année. Donc voilà, c'est à ça que doit servir le calcul économique. Alors attends, tu dis quoi alors? On a raison de rembourser cette injection? Alors, je dis que si on est généreux dans un sens, il faut l'être dans l'autre, ou si on rechigne à dépenser pour recruter des infirmières d'un côté, il faut dans ce cas-là rechigner à rembourser les médicaments les plus chers du monde dans l'autre. C'est ça. Non, mais attends. Donc, vas-y. Non, mais simplement, oui, vas-y, je te laisse rebondir. Non, mais 2 millions, c'est-à-dire 2 millions, c'est une dose. 2 millions, c'est une dose. Or, alors allons-y. La vie statistique, tu racontes par le menu les différents rapports. Oui. Sur une vingtaine d'années, hein, oh oui. Qui ont essayé en France, et puis on parlera des États-Unis après, qui ont essayé en France de définir, bon ok, on va donner un prix à la vie. Ouais. Et pourquoi on le fait? Justement, pour savoir si on fait des injections à 2 millions d'euros. Tout à fait. Or, le prix de la vie statistique, c'est 3 millions d'euros.
C'est ça, hein, à oui, l'arrivée en tout à fait, France. c'est exactement ça. À Tu as l'arrivée en entièrement France, raison. c'est- Ah bah oui, j'ai lu le bouquin, moi. Je sais bien. À l'arrivée en France, c'est 3,2 millions. Ouais. Donc on a raison de faire une injection à 2 millions. C'est rationnel. D'accord, mais dans ce cas-là, on a tort de fermer des services d'urgence à travers le territoire. Puisque aujourd'hui, il y a certains territoires où il y a 15 ans, il fallait une demi-heure de voiture. Aujourd'hui, c'est 45 minutes. On prévoit que d'ici 2040, ce sera 1 heure de voiture pour se rendre aux urgences. Ouais. Des vies vont en dépendre. Ben combien? Ah ben ça, il faudrait le chiffrer. Mais voilà, Il faudrait le chiffrer. c'est tout ton propos. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec quelques injections à 2 millions d'euros, il y a de quoi préserver un service d'urgence dans la diagonale du vide français, sur le territoire. Il y a une forte inégalité et disparité de traitement Mais non, mais c'est dingue, on des est à fond citoyens. renversé. Moi, j'ai lu Jérôme Matisse et je dis, à 2 millions d'euros l'injection, la France est gagnante. Oui. Donc elle doit continuer. On gagne 1 200 000 euros chaque fois qu'on sauve une vie pour 2 millions d'euros. Non, Tu mais prends un autre alors- exemple formidable. Non, non, Attends, tu prends un autre exemple formidable. Décision d'équipement. On est dans les élections législatives. Très bien. Pas un jour sans qu'une autorité publique prenne une décision relative à la gestion d'un risque mortel. Rénover une route, aménager un carrefour, lancer un chantier, équiper une caserne de pompiers. Ok, alors donc combien? Et donc, tu dis, par exemple, une mairie désirant équiper sa voirie d'une piste cyclable au motif d'épargner la vie de 5 cyclistes, Ouais. peut y consacrer, donc 5 x 3, 3 x 5, 15, 15 plus millions ces d'euros, 3, ouais, 16 millions d'euros. Ouais. Voilà. Sans que, bah oui, et elle Sans peut qu'elle défendre. soit accusée de jeter l'argent par les fenêtres Exactement. ou de faire du clientélisme vers Oui, tout à telle ou fait. telle partie à de la fait. population. Alors ça, si tu veux, c'est une valeur qui est tutélaire. Ce sont des rapports qui ont été à maintes reprises rendus au Premier ministre pour chiffrer la vie. C'est notamment le ministère des Transports qui avait de l'avance là-dessus, parce que dans les années 70, se posait la question du déploiement des autoroutes sur la France, et ça coûtait très cher, et une justification, c'était de dire oui, mais ça sauve des vies, Ouais. moins accidentogènes. Exactement. Donc le ministère des Transports est un peu, je dirais, pionnier dans cette approche en France. Le ministère de l'Environnement s'y colle aussi, parce que c'est un très bon moyen de justifier des mesures environnementales, par exemple pour améliorer la qualité de l'air. Il y a quand même on estime qu'il y a 40 000 Français chaque année qui meurent du fait de la pollution de l'air. Hein. Ça pose d'ailleurs des questions sur l'affaire des moteurs truqués de Volkswagen. Et donc certains 40 000 ministères... par 3 millions d'euros, je vous laisse faire le calcul vous-même. Hein, voilà. Oui. Alors, oui. Donc, enfin, si tu veux, en filigrane, il y a quand même la question d'une valorisation qui est très élevée, on va dire, parce que l'État n'a pas les moyens de dépenser l'équivalent de 3,2 millions d'euros pour sauver chaque vie en France. Donc, il y a plein de ministères qui n'ont pas du tout ce budget-là. Ouais, c'est ça. Et en plus, nous avons aussi beaucoup de technocrates qui sont ouvertement allergiques au calcul économique et qui plus est dans la valorisation de la vie humaine, ne serait-ce que statistique, la valorisation d'une vie statistique, la vie d'un inconnu, pas la vie de quelqu'un que l'on connaît. Et donc, par manque de calcul économique, on arrive à des situations ubuesques où, d'un côté, tu as une administration qui rechigne à dépenser 100 000 euros pour sauver une vie, et de l'autre, il y en a une qui va dépenser l'équivalent de 10 millions d'euros pour sauver une vie. Et ce qu'il faudrait, c'est que les calculs soient faits afin, si tu veux, d'identifier les stratégies qui permettent de sauver le plus de vies, celles qui offrent le meilleur rendement en nombre de vies sauvées. Et par manque de calcul économique, ça n'est pas fait. Et ce chiffre, alors c'est... je crois qu'il doit y avoir une bonne vingtaine de pages d'explications, donc on ne va pas rentrer dedans Non, on va sur pas rentrer comment dans le est-ce qu'on détail. arrive à 3 Oui, millions bien 2. sûr, oui. Ouais. Mais ce chiffre te semble rationnel à l'arrivée, 3 millions 2? Alors, en comparaison des autres pays, oui. C'est le double aux États-Unis. Ah, c'est plus du double, c'est 10 millions de dollars aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a une mentalité qui est totalement différente, parce que les économistes universitaires sont conseillers du prince, parce que c'est des universitaires qui chiffrent à peu près le prix de la vie à ce montant-là. Et par ailleurs, ils sont convoqués, les économistes experts sont convoqués à la barre des tribunaux. Et ils font valoir ce prix de la vie. Mais on va y aller, justement. La judiciarisation change La tout. judiciarisation change tout. Bon, mais revenons sur notre histoire de fermeture des centres d'urgence. D'accord. Parce que c'est là où aussi on est en franc renversé. Ouais. C'est que tu en parles dans ton bouquin. Ouais. Et tu dis, l'une des justifications, en fait, tu parles notamment d'un centre de lutte contre le cancer dont, en fait, Le plan médecin cancer, en charge oui. ne verrait que 1 ou 2 cancers dans l'année. Et là, pour le coup, ferait ça courir justifie. aux malades un risque Exactement. par rapport au centre qui aurait beaucoup plus de pratiques et beaucoup Oui, plus tout à fait. Donc ça, c'est le grand plan, c'est le plan cancer hein, qui évaluait ce que faisaient les différents organismes sur le territoire, qui s'est rendu compte qu'il y avait une inégalité de traitement de patients. Les patients parfois n'en ont même pas conscience. Ils sont reçus par un médecin qui s'improvise un peu oncologue, mais qu'en fait il ne l'est pas vraiment, et donc ils ne sont pas bien traités. Donc l'idée du plan cancer, c'était de dire on va fermer certains
certaines unités sur le territoire et on va développer des centres spécialisés. Donc si tu as une tumeur, je ne sais pas, un glioblastome, une tumeur du cerveau, tu vas être traité par tel organisme qui est le plus compétent en la matière. Et ça rend service aux citoyens, mais les citoyens, bien sûr, ne le comprennent pas toujours, parce que dire que dans telle région ou dans tel département, on ferme un centre cancer, les citoyens pensent qu'ils finalement, ils sont privés de quelque chose. Laissés pour compte, Or, abandonnés. la sécurité sociale prend tout en charge, les trajets en train, les nuits d'hôtel s'il faut, et c'est pour le bonheur c'est pour le bon traitement des patients. En revanche, là, l'argument précédent, c'était le service des urgences. C'est pas la même chose. Le service des urgences, il faut mailler l'ensemble du territoire. Il faut que, où que nous habitions, il y ait un service d'urgence qui soit pas trop loin. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, faute de moyens, on ferme des services d'urgence. C'est pas le service d'oncologie dont je parle, c'est le service d'urgence. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, tu refuses le calcul rationnel de Je dire... le refuse pas. Parce que ça doit pouvoir... Si au contraire on mettait ce calcul, statistiquement, économétriquement, ça doit pouvoir se calculer. Ça peut très bien se calculer. Le nombre de vies perdues par fermeture de services d'urgence. Oui, ça peut se calculer, mais justement ne pas se justifier. C'est-à-dire que je pense que si on faisait véritablement le calcul, il y aurait certains centres des urgences qui ne seraient pas fermés. Et voilà, c'est ça. Oui, parce qu'avec 3,2 millions pour le prix d'une vie, tu y vas très très vite quand même au financement d'un service d'urgence. Il faut quand même préciser que dans le domaine de la santé, c'est pas ce chiffre-là qui est retenu. On compte en nombre de vies en bonne santé gagnées. Ouais. Donc, quelqu'un qui a 70 ans, les services de santé estiment qu'ils ne vont pas dépenser 3 millions d'euros pour sauver un septuagénaire. On va calculer son espérance de vie, on fait un ratio par nombre d'avis. Donc, 3,2 millions d'euros, ce serait la valeur de la vie à la naissance, si tu veux. Mais après, plus on est âgé... On perd des points. On perd des points de vie. On n'est pas les seuls à faire ce calcul-là. Non, il faut mais dire que l'ensemble des... Voilà. C'est la notion de quali. Voilà, les Britanniques sont très avancés là-dessus. Les Britanniques là aussi, sont très... tu passes des pages là qui sont mais parce qu'il y a un débat, houleux. Et donc c'est outre-Manche. Alors, mais justement, les termes de ce débat, c'est quoi? C'est plus on vieillit, donc on va commencer à rentrer dans les aspects les plus polémiques de notre discussion. Ouais. Plus on vieillit, moins on a de valeur. Moins on a d'années qui nous restent à vivre et le système de santé calcule le nombre d'années, le nombre d'euros ou de pounds, de livres sterling dépensés par année de vie gagnée du fait d'un traitement. Et tout ça, en plus, c'est ce qui complique un petit peu l'analyse, pondéré par la qualité de la vie. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites, mais ça a lieu outre-Manche et le débat public s'est enflammé sur la question parce qu'on a sondé des milliers de Britanniques pour leur demander une année de vie en bonne santé. Pour la valoriser, on va la pondérer, on va leur demander est-ce que vous préférez vivre une année debout ou 2 années alitées, par exemple, pour essayer de voir comment les gens placent la barre. Parce que les économistes n'ont pas la prétention de répondre à ces questions. Les économistes se situent en tant qu'observateurs et essaient de comprendre comment la vie humaine est valorisée par l'opinion publique. Ou est-ce que vous voulez continuer à fumer, vous gaver de fish and chips, ou au contraire, plus boire une goutte d'alcool et donc, on déduit tout ça à une échelle et on regarde, voilà, si c'est pour un traitement qui va coûter, je ne sais pas moi, 50 000 euros de plus, si on parle en euros, mais qui nous fait gagner 2 années de vialité, il y a question, ça veut dire qu'on va dépenser 25 000 euros pour gagner une année de vialité. La France dit oui. La Grande-Bretagne dit oui, mais sous condition. Et là où ça enflamme le débat public en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a des exceptions ensuite qui ont été mises dans la liste de certaines maladies. Parce que les personnes qui sont touchées de maladies rares, pour lesquelles il y a des dépenses de santé très fortes, c'est notamment le cas du Zolgensma, ce dont je parlais à 2 millions d'euros l'injection, c'est parce que il y a une demande qui est faible, parce que heureusement c'est une maladie qui est rare, c'est pour ça que l'injection vaut si cher. Et bien donc il y a eu je ne dirais pas des passe-droits, mais des exceptions qui ont été ratifiées outre-Manche et donc tout à coup il y a des bioéthiciens qui se mettent dans le débat et qui se disent mais ça veut dire que pour certaines maladies la vie vaut plus que pour d'autres et donc c'est un débat houleux, sans fin, explosif. Mais de toute façon c'est la clé de ce qu'on apprend dans ton livre. Nulle part dans le monde il n'y a un seul prix pour la vie. Tout à fait. Et il n'y a absolument pas en plus d'harmonie, on va dire ça comme ça, même entre différents pays développés. Mais attends, parce que ça nous amène directement au Covid quand même. D'accord. Et là, tu fais un calcul qui m'a surpris. Ouais. Donc, alors ça, moi, j'adore ça, parce que la question, c'est est-ce qu'on a payé trop cher ou pas, finalement, le quoi qu'il en coûte, par rapport au nombre de vies sauvées. Donc, tu donnes un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, c'est compliqué et tout, mais en gros, 690 000 vies auraient été sauvées en France par les différents confinements. Et donc, toi, tu divises ça, c'est 690 000 vies, par rapport à la contraction du PIB. Et donc, tu arrives à un chiffre de 290 000 euros
dépensé par vie sauvée, ce qui est tout à fait raisonnable au regard de tout ce qu'on vient de se dire là. Et puis on ira sur les indemnisations aux États-Unis après, vous verrez que c'est très 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 raisonnable. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vaut pas mieux diviser ces 690 000 vies par les 270 milliards d'euros du quoi qu'il en coûte sur la première année? Ça me semble ça le plus rationnel. L'État français a dépensé 270 milliards d'euros pour sauver 690 000 vies. Et là, ça te fait un prix de vie à 782 000 euros. Et là, tu commences à être un petit peu tangent par rapport à l'ensemble des estimations. Pourquoi est-ce que c'est par rapport au PIB et pas par rapport à l'argent dépensé par l'État à travers le quoi qu'il en coûte? Bon, alors d'abord, à l'époque où j'ai effectué ces calculs, on n'avait pas encore le trou de recettes fiscales. Trou de recettes fiscales. C'est moins violent d'agrandir la dette de l'État qu'un trou dans le PIB, parce qu'un trou dans le PIB, ça se voit immédiatement. Ça veut dire du chômage, ça veut dire que les commerces mettent la clé sous la porte, c'est beaucoup de casse sociale immédiate. Creuser le déficit des dépenses publiques, potentiellement ça alourdit la dette. Elle est déjà très excessive, on va dire, certes, mais c'est beaucoup moins violent puisque l'État peut faire matelas de sécurité. Et puis ce manque de recettes fiscales, on peut potentiellement le rattraper avec de la croissance. C'est vrai. Donc le PIB, on va difficilement le lisser en disant oui, c'est pas grave, on va perdre 20% sur une année, puis on recrée 20% derrière de rattrapage. Non, parce qu'entre-temps, des emplois ont été détruits, il y a eu de la casse, etc. Parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte. Oui, mais attends. Finalement, il n'y a pas eu tant de casse que ça. Ah ben grâce au quoi qu'il en coûte, il n'y a pas eu tant de casse que ça. Donc sur ce plan-là, sur ce point de vue-là, je dis que la politique du quoi qu'il en coûte se justifie. En revanche, il y a un autre point quand même. Parce que bon, c'est toujours aisé de venir donner des leçons après la bataille, mais il y a un autre point, moi, qui m'a surpris, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. C'est que j'avais conscience je l'ai écrit pendant le Covid, bien sûr, et j'avais conscience de cela, que la politique du quoi qu'il en coûte, c'est aussi du retard dans le traitement d'autres pathologies, c'est priver les Français de liberté, c'est beaucoup de choses. Mais en parallèle, la France ne se donne pas les moyens de traiter un problème qui est encore plus grave sur le long terme, c'est le tabac. On a une recette qui est identifiée, qui permettrait, sans que ça nous coûte 1 euro, d'enrayer massivement le problème des effets délétères du tabac, et on ne le fait pas. Et d'un autre côté, on implémente la politique du quoi qu'il en coûte. Il y a quand même plus de Français qui sont morts des effets délétères du tabac depuis le Covid que pendant le Covid, et en moyenne, les victimes étaient plus jeunes. Et on pense que c'est un phénomène, dans l'opinion publique, on pense qu'on fait beaucoup, parce qu'il y a une grande politique de prévention en France, etc., parce que le prix du paquet de tabac est très élevé. Il est plus élevé que dans tous les pays limitrophes, mais les Français fument beaucoup plus que dans tous les pays limitrophes. Et les Français fument 40% de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc tu donnes un chiffre en disant, là aussi, c'est bon, voilà, mais le coût social annuel du tabac s'élèverait en France à 120 milliards d'euros. Ouais, alors ça, attention, c'est quand on met la valeur de la vie derrière le nombre de morts. Mais moi, combien vaut une vie? Ça, je le mets en note de bas de page, parce que... Non, mais... oui, tu le mets en note de bas de page. Il y avait des articles de presse qui étaient sortis là-dessus, parce que c'est professeur Kopp, un collègue de Paris 1, qui a effectué les calculs. Alors, bien sûr, ça donnait lieu à des articles, des lignes, des titres de presse qui un peu sensationnalistes, qui disaient voilà ce que coûte. Oui, mais alors ça... 1 milliard d'euros. Ça, c'est quand on multiplie la mort par... alors, c'est pas les 3,2 millions d'euros, mais par le reste à vivre, est-ce que les gens... Tout à fait. Mais il faut quand même dézinguer au passage un espèce de fantasme, c'est que oui, effectivement, les fumeurs coûtent beaucoup plus cher à l'État qu'ils ne rapportent, parce qu'il y a des fumeurs qui pensent qu'ils payent beaucoup de taxes, mais même si on prend en considération, même si on fait un calcul vraiment cynique jusqu'au bout, en disant si on meurt plus jeune, il y a moins de pensions de retraite à verser, même si on est cynique jusqu'au bout, il coûte quand même plus cher à notre système que ce qu'il rapporte fiscalement. Mais aujourd'hui, c'est un problème qui revient en trombe, puisque 1/3 de nos lycéens fument. Donc ce n'est pas un problème qui va disparaître avec les nouvelles habitudes de consommation. On est en train de préparer des nouvelles cohortes de personnes qui, dans quelques décennies, mourront de toutes sortes de cancers. En France, ce n'est pas le cas de tous les pays. En France, ce n'est pas vraiment notre sujet, le tabac. Mais enfin si, parce que c'est les indemnisations. On va aller aux États-Unis, c'est les indemnisations. Je dis que ça n'a pas de sens d'avoir la politique du quoi qu'il en coûte pour sauver des vies du Covid et de ne pas utiliser cette stratégie dont je parle dans le bouquin. Mais quelle stratégie? Tu t'interdis le tabac? Non, pas du tout. C'est ce que font les États-Unis. Ils sanctionnent les multinationales du tabac. Ah oui, c'est ça. D'amendes d'aller taper au portefeuille. Et ils se servent de cette manne pour financer des campagnes de prévention en milieu scolaire, parce qu'on sait que les économistes le savent depuis longtemps, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de drogue, donc c'est une histoire de mentalité. 23 milliards, alors allons-y sur ce... Donc c'est ça, c'est 23 milliards. Donc en gros, procès du tabac, tu racontes
le seul vrai grand procès du tabac, en fait, parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'effets de manche autour du procès du tabac aux États-Unis. Ça continue chaque année, les multinationales sont sanctionnées. Mais la vraie grosse condamnation, et à la fin, les gars qui doivent vraiment payer après épuisement de tous les recours, finalement, il n'y en a pas tant que ça, et donc c'est 28 000 plaignants. 1 million de dollars par plaignant, c'est ça le résultat, donc 28 milliards, et puis il y a eu des... Bon, bref, tu arrives entre 23 et 28 milliards de dollars contre, j'ai oublié la compagnie de... C'était Reynolds Tobacco, le deuxième plus grand cigarettier du monde. Mais même Philip Morris a déjà été condamné à verser beaucoup d'argent, et encore une fois, l'État américain se sert de ça pour financer des campagnes. La dépense par élève Oui, mais là, ça va directement aux victimes, là, ça va directement aux malades, ça va directement... Il y a le dédommagement. Oui, alors le dédommagement se découpe de plusieurs manières. C'est ça. Mais l'État prend une partie quand même et finance cette campagne-là, qui a des effets incroyables. Aux États-Unis, il y a moins de 5% des lycéens qui fument. En France, c'est plus d'un tiers. C'est donc spectaculaire. Des centaines de millions de morts à l'arrivée. Après. Épargnés. Bon, vous verrez, vous aurez votre point de vue si vous lisez le bouquin, mais tu es très catégorique sur le fait que. La culpabilité, mais de toute façon c'est tout le sujet des procès d'ailleurs autour du tabac qui sont très intéressants. La culpabilité de l'industrie du tabac sur un geste qui reste un geste volontaire, fumer ou pas fumer, c'est un sacré débat. Voilà. Mais c'est un sacré débat. Attends, juste pour terminer, catégorique là-dessus. Non, mais juste pour terminer là-dessus, l'industrie du tabac a tout à fait les moyens de commercialiser des cigarettes moins nocives. Mais c'est parce qu'ils cherchent des phénomènes d'addiction qui mettent des produits très nocifs. Les fumeurs pourraient bénéficier de cigarettes moins nocives. C'est l'industrie du tabac qui s'y refuse. Alors, il faut quand même, parce qu'à la fin, on ne va pas parler de celui dont j'ai prononcé le nom en premier. Il n'y a pas que l'industrie du tabac. Si on prend le scandale des moteurs truqués de Volkswagen, Volkswagen a déjà versé plus de l'amiante aussi. Ouais, et l'amiante. Alors, Volkswagen a déjà versé plus de 25 milliards de dollars aux États-Unis. En France, ils verseront rien du tout, parce que notre code napoléonien, dont on a été très fiers pendant des années, est aujourd'hui sans aucune utilité, parce qu'il nous empêche d'un problème de charge de la preuve. Il nous empêche d'enrayer les phénomènes de pollution, de crise sanitaire, les drames du 21e siècle avec ces multinationales qui empoisonnent certains consommateurs. Non, mais alors rentre dans le détail là-dessus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui manque à notre système judiciaire? C'est la charge de la preuve du code napoléonien. C'est que si tu as fumé toute ta vie et que tu as un cancer de la plèvre, du poumon, etc., les avocats du cigarettier pourront toujours t'objecter qu'on ne peut pas prouver que ton cancer, en ce qui te concerne, provient du tabac. Peut-être que tu as de l'amiante chez toi, peut-être que tu as été exposé à du diesel toute ta vie, etc. Et on ne sait pas scientifiquement prouver au cas par cas. On sait statistiquement le faire. On peut dire qu'un groupe de fumeurs va contracter beaucoup plus de cancers des voies respiratoires qu'un groupe de non-fumeurs, mais on ne peut pas prouver au cas par cas. Alors, une approche qui avait été intéressante, c'était les caisses d'assurance primaire maladie qui voulaient faire valoir cet effet statistique en disant elles assignent en justice les grands cigarettiers. Et la Cour de cassation a refusé cela en disant que la sécurité sociale ne pouvait pas représenter ses assurés en justice. Donc en France, il y a une impasse sur cette question. Ces grandes multinationales, c'est le cas de Lactalis dans l'affaire du lait contaminé au salmonelle, c'est le cas de Bayer-Monsanto dans l'affaire du glyphosate. Toutes ces grandes entreprises payent des milliards de dollars, pas Lactalis parce qu'ils n'étaient pas aux États-Unis, mais outre-Atlantique, ils payent rubis sur l'ongle. En France, rien. C'est intéressant, on va voir ce qui va se passer avec Buitoni, par exemple, et avec le dernier scandale alimentaire en date. Sauf effectivement dans le cadre de l'amiante, parce que là, tu as un cancer spécifique qui appartient à l'amiante. Et donc là, tu as cette fameuse charge de la preuve, mais c'est effectivement très très rare. Ça fait des décennies que le procès traîne. Aux États-Unis, c'est pas fini là encore. C'est pas fini. Le dernier avocat qui avait cela en charge, c'est notre actuel ministre de la Justice, c'est Dupond-Moretti, qui disait que dans cette affaire, la justice dort du sommet de l'injuste depuis plus de 20 ans. Non, mais donc cette affaire, elle continue à perdurer. Il y a eu des dédommagements ici et là, mais au rabais, à la française. Tu parles de Buitoni. Les victimes de Buitoni seront très peu dédommagées en France. Aux États-Unis, elles percevraient des millions de dollars, c'est sans doute excessif. Mais en France, l'excès est dans l'autre sens. Les victimes, il ne faut pas qu'elles se fassent d'illusions. Bon, d'abord, elles ne sont pas là pour gagner de l'argent, mais ce que je veux dire, elles seront tout juste dédommagées des frais d'obsèques. Alors attends, ça tourne très vite. Parce que le dernier, donc c'est une série de tabous évidemment. Le dernier de ces tabous, c'est est-il juste que la veuve du pompier reçoive moins que celle du banquier ? Ça, c'est tout le sujet donc, de notre ami Kenneth Feinberg, qui est en fait l'avocat en charge d'indemniser les victimes du 11 septembre. Oui, tout à fait, oui.
En fait, au lendemain du 11 septembre, le gouvernement américain est très frileux parce que le pays risque d'être envahi, inondé par une vague de procès dans toutes les firmes qui ont de près ou de loin un lien avec le 11 septembre, ceux qui ont construit les tours, la mairie de New York qui n'a pas envoyé les bons pompiers ou les bons équipements, etc. Donc, pour enrayer tout ça, ils le font à l'américaine, ils disent bon, on va faire une négociation, on va ouvrir une grosse enveloppe qu'on va offrir aux victimes, en l'échange de quoi elles renoncent à tout procès contre leur employeur, contre la mairie, contre ceci, cela, contre le gouvernement qui n'aurait pas su détecter tout cela à l'avance, etc. Et donc, ils ont tellement peur qu'ils donnent une enveloppe illimitée à un homme qui est Feinberg en lui disant voilà, vous ferez du cas par cas. Et ce sera à vous, au cas par cas, on va vous donner une équipe pour vous aider, mais ce sera vous qui déciderait au cas par cas. C'est un avocat très célèbre d'ailleurs. C'est un avocat très célèbre. Oui, il est déjà très célèbre. Il est déjà très célèbre. Mais il est toutefois pris de vertige. Il accepte de mettre sa carrière entre parenthèses d'une certaine manière. Oui, tout à fait. C'est pas avec ça qu'il va gagner sa vie, quoi. Oui, tout à fait. Alors il a une aventure incroyable parce qu'il doit faire le tour de toutes les grandes villes des États-Unis pour expliquer la situation. Voilà. Et donc, il se fait parfois accueillir par des insultes en disant « vous voulez acheter notre silence et aucun montant, aussi élevé que soit-il, ne nous donnera compensation ». Et puis, dans d'autres villes, il se fait accueillir dans des réunions de prière où ils se tiennent les mains dans la main et ils prient ensemble. Donc, les ambiances sont tout à fait différentes. Il fait même un voyage en Europe parce qu'il y a aussi des victimes européennes dans l'écroulement des tours. Et les Européens n'y croient pas. Quand il va à Londres expliquer la situation, les Anglais, il dit que vous êtes en train de nous dire que vous allez nous donner des millions de dollars de compensation. C'est pas possible. C'est impossible. Il dit, si. Et apparemment, il y a même 2 familles françaises qui ont été concernées. Bon, heureusement, elles sont anonymes parce que ça ne nous regarde pas. Mais voilà, donc lui, la question, c'est il est pétri par un sentiment de justice en se disant il n'est pas normal que le trader de Wall Street soit indemnisé 100 fois plus que la femme de ménage qui n'est même pas anglophone, qui est une immigrée, etc., qui sont tous les deux morts sur leur lieu de travail. Donc il fait tout ce qu'il peut. Sauf qu'il y en a un qui avait des perspectives de gains bien plus considérables que l'autre. Bien sûr. D'où cette différence d'indemnisation. Donc ce qu'il fait, il trouve une astuce dans le droit américain, c'est qu'il défalque des montants alloués, tout ce que les gens perçoivent déjà de leur employeur, etc. Et le trader est déjà perçoit une prime, enfin perçoit une assurance, son employeur, la banque, indemnise déjà lourdement. Il déduit tout ça pour essayer de réduire les écarts, ce qui fait que personne ne sort avec moins de 250 000 dollars d'indemnité et qu'en moyenne l'indemnité c'est $1 million. Voilà, c'est ça. Et tu dis 500 000 dollars à la famille d'un serveur de café et 2 millions de dollars à celle du trader. Voilà. Et c'est vrai qu'il a réussi. À la française. Alors la famille du trader n'est pas content. Enfin, des traders, souvent il y en a beaucoup qui râlent, mais il explique que voilà. Et c'est intéressant parce que même le Parti républicain, il y a des sénateurs du Parti républicain qui disent que toutes les vies se valent. C'est étonnant du point de vue du Parti républicain, mais qui disent que finalement, il est hors de question qu'un banquier reçoive plus qu'une femme de ménage. En France, juste pour faire un parallèle un peu cynique, les attentats de Nice, si vous perdez votre conjoint, c'est 37 000 € d'indemnisation. C'est quelque chose de symbolique. Et tiens, on finira là-dessus, je l'ai appris, il y a un fonds d'indemnisation. Alors tu parles évidemment de toutes les victimes du terrorisme, mais aussi des accidents de la route. Et là, le fonds d'indemnisation des accidentés de la route ne donne pas ces chiffres. On n'a aucun chiffre. Aucun chiffre. C'est totalement obscur. On ne sait pas si des calculs sont faits, on ne sait pas comment ils sont faits et ils ne publient aucun barème. Donc manque de transparence sur des décisions quand même qui doivent être démocratiques parce que les Français aiment à se faire croire que la vie n'a pas de prix, or c'est faux. Et le calcul de ce prix de la vie nous permettrait de sauver beaucoup plus de vies. Sans même dépenser plus, c'est véritablement le message central c'est le message du livre. Tout à fait. Merci Jérôme. Jérôme Mathis, donc combien vaut une vie ? Pas de podcast, oui, parce qu'il faut que je vous prévienne maintenant, et je vous en remercie d'ailleurs, donc pas de podcast ni demain ni mercredi, et on se retrouve jeudi. Demain, on vous redonne une émission passionnante qu'on avait fait, tiens, tu parlais de Volkswagen, sur l'automobile et sur les dernières évolutions de l'industrie automobile. Bonne soirée sur Bismart.